Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous accueille pour cette émission dans laquelle nous allons continuer à présenter le livre de Ianto Evans, Linda Smiley et Michael Smith, The Hand-Sculpted House, la maison sculptée à la main. Ce livre, publié aux éditions Childs Green, n'a pas encore été traduit en français, mais il a été traduit en chinois à Taïwan et c'est un peu comme la Bible, entre guillemets, des éco-constructeurs ici. Ce n'est pas que ce livre est quelque chose de religieux, mais il nous invite à repenser notre rapport à la nature, à l'argent et au travail, comme je l'ai expliqué la semaine dernière. Ce livre est aussi une référence en matière de construction en cob, et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Le mot anglais cob peut être traduit en français par la bauge. J'emploierai toutefois le mot cob en anglais tout au long de cette émission parce qu'il peut y avoir quelques différences entre la manière dont est mise en œuvre la bauge en France et le cob par les auteurs de ce livre en Oregon aux États-Unis. Le matériau cob est un matériau principalement composé de terre argileuse qui est mélangé à du sable et à de la paille avec un peu d'eau bien sûr. Étymologiquement, cob signifie motte de terre. En fait, après avoir mélangé la terre au sable et à la paille, on en fait de petites boules, parce que c'est plus facile à transporter et à manipuler. On construit les murs en empilant ces boules de terre et en les malaxant pour qu'elles s'accrochent bien les unes aux autres. On peut donner au bâtiment la forme qu'on veut, notamment des formes arrondies. J'ai déjà fait des reportages à Taïwan sur des constructions en cob qui se dit tutuan, c'est-à-dire boule de terre si l'on traduit littéralement. Il y a par exemple, parmi les premières émissions que j'avais faites, un reportage sur un dôme en bambou et en cob, vous vous en souvenez peut-être. Pour construire en cob, pas besoin de produits chimiques ni de ciment, on n'a même pas besoin de machines. Personnellement, cela me fait penser à la citation de Léonard de Vinci, « La simplicité est la sophistication suprême ». Les bâtiments en cob à travers le monde se sont conservés pendant plusieurs centaines d'années. D'ailleurs, les auteurs le rappellent dès le début du livre, le matériau de construction le plus utilisé sur Terre est justement la terre. Près d'un tiers des habitants de la planète vivent dans des maisons en terre crue. La terre crue, c'est tout simplement la terre qu'on laisse sécher à l'air une fois les murs construits, par opposition avec les briques de terre cuites qui sont cuites avant leur mise en œuvre sur le chantier. On trouve des constructions en terre crue un peu partout dans le monde, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, sur le continent américain ainsi qu'en Europe. Or, dans les pays occidentaux, les techniques de construction en terre crue, qui sont les moins chères, les plus simples et les plus démocratiques, étaient, il y a encore quelques dizaines d'années, relativement peu documentées. Comment expliquer ce paradoxe ? Eh bien, les humains vivent dans des maisons en terre depuis toujours, mais ces savoir-faire se sont presque perdus en Occident à la fin du XIXe siècle, alors que la révolution industrielle battait son plein. D'après les auteurs, c'est la chaîne de transmission qui a été brisée. Pour faire revivre la technique du cob, il a donc fallu redécouvrir ces savoir-faire et les documenter. Depuis, la situation a bien changé, grâce notamment à l'enthousiasme des autoconstructeurs, dont les auteurs de ce livre, et à des chercheurs qui se sont penchés sur le sujet. Aujourd'hui, on peut donc trouver des livres sur la construction en terre crue en plusieurs langues, on peut visionner d'innombrables vidéos sur Internet à ce sujet, il existe des formations et l'on peut participer à des chantiers. Comme à mon habitude, pour celles et ceux qui veulent creuser, je partage quelques liens sur le site de RTI. En tout cas, les auteurs soulignent que construire en cob, ce n'est pas un retour en arrière, c'est explorer l'une des voies que pourrait prendre la construction au XXIe siècle et même après. Ce livre élargit donc le champ des possibles en matière écologique mais aussi esthétique, car la terre crue se prête particulièrement bien à des formes organiques, des arches, des voûtes, des murs incurvés. Construire en cob, c'est donc une expérience sensorielle qui se rapproche de la poterie. On peut littéralement sculpter sa maison.
Ce livre n'est pas un livre de recettes. Et oui, parce que la Terre est différente selon les endroits. Il n'y a pas une seule manière de faire, ni une proportion préétablie pour le mélange avec le sable. Ce livre permet plutôt de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, afin que les lecteurs et les lectrices puissent faire eux-mêmes les tests et prendre leurs propres décisions en fonction des matériaux disponibles, de l'environnement et de ce qu'ils veulent construire. Je dis bien lecteurs et lectrices parce que dans le domaine de la construction en terre crue, on trouve beaucoup de femmes. C'est vraiment démocratique, tout le monde peut participer, qu'on soit un homme ou une femme, un enfant ou une personne âgée. Les personnes vulnérables trouvent souvent beaucoup de plaisir à travailler avec la terre. Ayanto Evans et son épouse Linda Smiley ont construit leur maisonnette de leurs propres mains en 1989 dans l'État d'Oregon. C'était la première maison en cob érigée aux États-Unis depuis 150 ans. Ayanto Evans, qui a aujourd'hui plus de 80 ans, est un écologue et architecte paysagiste originaire du pays de Galles, où la construction en cob était traditionnelle. Ça peut paraître étonnant qu'on construise traditionnellement en terre dans une région où il pleut beaucoup. Preuve que la terre crue est un matériau adapté à ce climat, certaines maisons ont plus de 500 ans. Les immeubles en béton font pâle figure à côté. Comme je vous l'ai déjà dit dans de précédentes émissions, un bâtiment en terre crue doit avoir une capuche, des bottes et un imperméable. C'est-à-dire en haut un grand débord de toit, en bas un soubassement en pierre par exemple, pour éviter les remontées capillaires, et sur les murs un enduit comme la chaux qui protège de la pluie tout en laissant le mur respirer. On pense souvent qu'il n'est pas possible de construire trop haut en terre. En réalité, dans certaines conditions, c'est possible, comme au Yémen où l'on trouve des immeubles en terre crue d'une dizaine d'étages. C'est sûr, ça n'arrive pas à la cheville de la tour 101, mais est-on vraiment si nombreux à vouloir habiter si haut ? Ça donne un peu le vertige, non ? La terre est un matériau abondamment disponible et peu cher, voire même gratuit. Parfois, on peut tout simplement construire avec la terre qu'on a excavée pour les fondations. Le défaut de la construction en cob est aussi ce qui en fait tout son intérêt. Il faut du temps pour construire en cob. Mais plutôt que de l'envisager comme un fardeau, la lenteur permet de méditer tout en construisant. Bien sûr, ça va plus vite si on est nombreux, et justement, la terre se prête bien au chantier participatif. Mais même à plusieurs, j'ai personnellement remarqué sur le terrain qu'à part les moments de convivialité autour des repas, chacun est plutôt concentré et silencieux. Le contact avec la terre suscite un dialogue intérieur avec soi-même ou avec la terre. Pour revenir aux matériaux cob, ce livre parle surtout de ce que les auteurs appellent Oregon Cob, qui est le fruit de leur recherche pratique dans cet État du Nord-Ouest américain. C'est en quelque sorte une synthèse de plusieurs techniques et des améliorations apportées à chaque nouvelle construction de la Cob Cottage Company fondée par Ayanto Evans et Linda Smiley dans les années 1990. Selon les auteurs, les avantages du cob sont la durée de vie de plusieurs centaines d'années, l'inertie thermique qui permet un décalage avec la température extérieure, ainsi il fait frais le jour et un peu plus chaud la nuit. On peut construire des murs arrondis, en plus d'être joli, ça permet d'économiser de l'espace et de l'énergie. Le matériau cob isole au niveau sonore, ce qui peut être très utile si l'on est près d'une route ou d'un aéroport. Par ailleurs, la résistance de la terre au feu est excellente. Autre avantage, la technique du cob est accessible à tous et démocratique, on en a déjà parlé. Construire en cob récompense notre créativité et notre engagement en termes de temps et non pas en termes d'argent. En effet, en cob, on peut construire sans argent si l'on a du temps et de la détermination bien sûr. Acquérir les savoir-faire n'est pas difficile et il y a peu de risques de se blesser. En outre, construire lentement oblige à prêter attention à l'environnement et cette observation permet souvent en retour d'améliorer l'architecture en l'adaptant au site. Les auteurs soulignent toutefois qu'il y a des situations dans lesquelles il vaut mieux ne pas construire en cob. Premièrement, dans les climats froids, si vous êtes orienté nord, il y a peu de soleil et ça ne suffira donc pas à réchauffer le bâtiment. L'inertie thermique sera contre-productive.
Deuxièmement, même s'il est tout à fait possible de construire en cob dans des zones au climat pluvieux et humide, il vaut mieux éviter de le faire dans des endroits qui sont inondés fréquemment, bien sûr. Troisièmement, s'il n'y a pas de terre argileuse disponible aux alentours, cela n'a pas vraiment de sens de transporter de la terre sur des centaines de kilomètres. Par ailleurs, les auteurs rappellent qu'aucun matériau de construction ne protège totalement des dégâts causés par les séismes, mais que les bâtiments en cob y résistent plutôt bien. Si la zone est très sismique, il faut toutefois garder à l'esprit que le cob est moins résistant que des matériaux légers tels que le bambou ou l'acier. Mais si l'on se limite à un étage, si l'on utilise le cob en remplissage pour les murs avec une structure en acier par exemple, si le bas des murs en cob est très épais, si l'on opte pour un toit léger, on peut aussi être en sécurité. Merci beaucoup pour votre écoute, c'était Sasa et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur RTI.